Merci beaucoup. Merci au Créa et à Sébastien de l'invitation. Donc, l'exposé que je vous propose aujourd'hui c'est l'histoire de la présentation de l'architecture depuis la Renaissance. Alors, pour être plus précis, c'est l'histoire de la présentation graphique de l'architecture. Je pense qu'il y a d'autres manières de présenter l'architecture, et même plus précisément des techniques de représentation graphique. Alors, c'est une présentation forcément en 2 heures, ça ne pourra pas être exhaustif. Ça va être une sélection et ça va concerner principalement l'Europe occidentale. Donc, ce que je vais essayer, c'est de retracer les étapes clés depuis la Renaissance en me basant sur quelques cas d'études. Et alors, avec une lecture en filigrane qui va être la capacité graphique de l'architecte à générer la forme architecturale. Alors, un tout petit mot sur le laboratoire Alice, qui est donc le laboratoire d'informatique pour la conception image en architecture, qui a été créé en 1994 à l'initiative de quelqu'un qui s'appelle Vincent Brunetta, dans le but de permettre à des enseignants et des étudiants d'investiguer un domaine qui était à l'époque naissant, qui est l'architecture et l'informatique. Et donc, au fil des ans, les choses sont formalisées. Et donc maintenant, nous traitons différents projets, notamment des projets d'empreinte numérique du patrimoine bâti, sur lesquels nous réfléchissons à des manières de représenter ces empreintes numériques. Et donc nous avons aussi un exercice que nous faisons avec des étudiants qui consiste à analyser des objets d'architecture du XXe siècle ou du XXIe siècle, et puis utiliser la 3D pour faire un film, pour communiquer l'analyse qui a été faite. Et donc nous avons une base de données assez importante de films sur des icônes d'architecture. Alors, le plan est assez chargé, mais donc je vais essayer de me tenir vraiment au timing pour avoir, le cas échéant, la possibilité de répondre à des questions. Donc, je vais commencer par quelques concepts très généraux de la représentation architecturale, et puis on va voir comment l'émergence de la profession d'architecte et du dessin d'architecture se fait autour du Quattrocento et de la Renaissance, et puis comment ces techniques se développent et se diffusent euh, après la Renaissance, ou donc à l'âge classique et au temps moderne. Et puis un bref survol du XXe siècle et de l'époque contemporaine pour avoir une petite conclusion et essayer de replacer le dessin d'architecture contemporain dans une perspective plus large. Donc, en introduction, je voudrais juste, en quelques petits croquis, fixer quelques termes. Je ne sais pas très bien quelles sont les connaissances archéologues en termes de présentation d'architecture, mais donc toute la représentation architecturale se fait par projection, et donc sur base d'un petit objet ici. Je voudrais parler de plusieurs donc il y a oups. Pardon, voilà, donc la première projection dont on va parler, c'est la perspective, donc la projection conique. Donc ça consiste à projeter un objet sur un plan suivant des projetantes qui sont convergentes en un point que vous voyez là. Et donc le plan est perpendiculaire à l'axe du regard donc du point qui vise l'objet. Deuxième mode de projection dans lequel il y a plusieurs sous-ensembles, c'est les projections cylindriques. Donc la première qui est affichée ici, c'est l'axonométrie. Donc ça consiste à projeter un objet sur un plan quelconque dans l'espace, mais les projetantes sont parallèles entre elles et sont perpendiculaires au plan de projection. Ce qui donne une représentation comme vous pouvez voir. Dans les projections cylindriques, il y a un autre mode de projection qui est la perspective cavalière, qui est donc aussi un mode de projection où les projetantes sont parallèles, mais sont obliques par rapport au plan de projection, ce qui fait qu'on conserve l'angle droit. Donc vous voyez, il y a le petit angle droit en bas à gauche dans le plan est conservé pendant la phase de projection. Puis la troisième famille de projections, qui sont les projections géométrales. Donc c'est une projection où les projetantes sont parallèles et où le plan de projection est situé parallèlement à des phases dominantes de l'objet. Donc vous avez l'élévation, le plan,
qui en général, en architecture, par convention, se fait plus ou moins à 1 mètre du sol du plan qu'on cherche à relever. Et la coupe, enfin, j'imagine qu'en archéologie, vous utilisez ça souvent, donc qui est un plan, oups, je n'ai pas encore la maîtrise, du double écran. Alors, donc j'avais dit en introduction que la lecture en filigrane que j'ai essayé d'avoir à travers l'exposé, c'est la capacité de l'activité graphique de l'architecte à générer la forme. Donc, il faut se dire que l'architecte, si on prend différentes professions à vocation artistique comme la peinture, la sculpture, le peintre ou le sculpteur sont en contact direct avec leur œuvre. L'architecte est en contact avec son œuvre uniquement par une sorte d'interface constituée par les moyens graphiques. Donc, il ne manipule pas directement l'objet de sa création, et donc forcément, les outils graphiques qu'il va utiliser vont avoir de l'influence sur la forme construite. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien s'imaginer que la conception d'un projet d'architecture, c'est pas quelque chose qui se fait les yeux fermés. Donc, il y a besoin d'un objet de médiation pour matérialiser les idées. Et donc, là aussi, l'activité graphique de l'architecte conditionne la forme. Et donc, il y a des études qui ont été faites plus ou moins simultanément dans le monde francophone, dans le monde anglophone, dans les années 80. Et donc, vous avez 2 citations. Donc, la conception d'un espace ou d'un objet médiatisé par une figuration, le lien qui s'établit alors entre conception et une figuration est constitutif du dessin architectural. Philippe Boudon, qui est une figure emblématique par rapport aux recherches qui ont été faites dans ce domaine. Et puis, dans le monde anglophone, donc Robin Evans qui nous explique que le dessin est le principal lieu de la conjecture, donc de l'hypothèse en architecture. Et donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que finalement, en architecture, tout le travail de l'architecte est déplacé dans le processus de conception plutôt que dans la création elle-même. Alors, justement, là, ce qu'on va voir dans l'exposé, je vais commencer par... on va commencer à la Renaissance, mais je ne peux pas ne pas citer Vitruve. Vitruve, dans son traité De Architectura, a dit que l'architecture, c'était l'art d'édifier des bâtiments. Fin 18e, on va voir que Boulay, Étienne-Louis Boulay, va dire l'architecture, c'est l'art de dessiner des bâtiments. Donc on va voir comment l'évolution va se faire. Donc je ne vais pas aborder l'Antiquité et le Moyen-Âge, principalement parce que je ne suis absolument pas un spécialiste du domaine. Deuxièmement, parce que je pense que même si des représentations existent, elles sont sans doute mineures par rapport à la production. Mais donc, malgré tout, on va aborder la Renaissance. Tous les ordres vitruviens et le traité de Vitruve va refaire surface. Donc, des Architectura, j'imagine qu'on vous en a déjà parlé. Donc, c'est une sorte d'encyclopédie en 10 livres dans lequel Vitruve explique que l'architecte doit être médecin, philosophe, mathématicien, juriste. Et le statut du dessin est abordé dans des Architectura, mais il n'est pas très clair. Donc on ne peut pas vraiment encore parler de dessin qui permet d'anticiper la construction. Un système de projection est évoqué, mais savoir si c'était pour tracer sur le plan sur le sol ou vraiment pour manipuler l'objet, visiblement, c'est pas encore très très clair. Ça ne le sera sans doute jamais. Alors il faut aussi savoir que s'il y avait des illustrations qui accompagnaient le traité, elles ne nous sont jamais parvenues. Donc on a juste les 10 livres. L'émergence de la profession d'architecte. Donc, la situation de la représentation de l'architecture au Moyen-Âge est peut-être globalement comparable à celle à l'Antiquité. Les tracés géométraux se font au sol lors de la création du bâtiment. Il n'y a pas encore de dessin d'anticipation. Une des premières traces du dessin d'architecture, c'est le carnet de Villard de Honnecourt, qui date de la première moitié du XIIIe siècle, qui comporte 250 dessins, dont 74 qui concernent l'architecture. Et alors, Villard de Honnecourt n'était probablement pas un artisan ou en tout cas quelqu'un du métier, parce qu'il y a trop d'incohérences techniques dans ses dessins que quelqu'un du métier n'aurait probablement pas faites.
Mais on peut voir qu'il y a des premières notions de plan et d'élévation, donc vraiment de tenter de représenter les choses de manière graphique. Par contre, on voit que les choses, un, il n'y a pas de notion d'échelle, deux, que la notion de profondeur par rapport à l'élévation n'est pas encore bien comprise, dans le sens où ce qui n'est pas parallèle au plan de projection, on le représente par une sorte d'amorce de perspective, mais le réel principe de projection n'est pas encore compris. Plus ou moins à la même époque, donc le gothique, en complexifiant les formes, amène à parce que l'activité de l'architecte, en tout cas du constructeur, parce qu'on ne l'appelle pas encore architecte à l'époque, à se complexifier. Et donc, il y a la nécessité de manipuler des formes de plus en plus complexes de manière détachée par rapport à la construction apparaît. Donc ici, on a une représentation de la cathédrale de... C'est Strasbourg, je crois. Oui. Mais donc oui, on commence à avoir des élévations, parfois quelques plans, mais en tout cas, c'est rarement à la même échelle, c'est jamais à la même échelle, je crois. Et elles ne sont pas associées. Donc le principe de la double projection n'existe pas vraiment. Il faudra... je crois que j'ai deux dessins qui se sont inversés. Non, pardon. Voilà. Donc, on peut parler réellement de l'émergence du dessin d'architecture au Quattrocento, donc à Florence, où il y a une série d'artistes, enfin sont des gens qui sont à la fois peintres, artistes, architectes, qui vont se frotter au problème de la représentation architecturale. Et s'il faut mettre une date dans l'invention du dessin perspectif, ce serait peut-être celle-là. Donc l'expérience de la tavolette en 1415, où un architecte florentin qui s'appelle Filippo Brunelleschi invente un dispositif qui lui permet, un dispositif géométrique qui lui permet de recréer graphiquement ce que perçoit son œil. Et donc pour démontrer pour démontrer sa découverte, il va peindre sur un panneau le baptistère de Florence selon son procédé géométrique. Et puis il va faire un trou dans le panneau, il va prendre un miroir dans lequel il va aussi faire un trou. Et vous voyez sur le dessin de droite, en combinant le schéma explicatif de gauche et en voyant le dessin de droite, vous voyez comment, en regardant à travers le trou du miroir et du tableau, il parvient à faire correspondre le dessin et l'objet réel pour montrer qu'en fait, les géométries superposent et que donc il a découvert la perspective. Et qu'ils parviennent à reproduire ce que voit l'œil. L'explication du système, donc c'est ce que Alberti va théoriser plus tard sous forme de la construction légitime. Ça consiste à superposer en plan et en élévation l'objet, à fixer en plan et en élévation le point de vue, donc vous avez l'observateur ici et là, à tracer tous les rayons visuels qui vont de chaque point vers l'observateur, et puis à couper les rayons visuels avec un plan, et puis à faire correspondre sur un troisième dessin les coordonnées bidimensionnelles des points projetés sur le plan. Donc vous voyez le point A, A' une fois projeté, puis mis en commun dans le dessin. Et donc on arrive, si on fait ça pour chaque point, à resituer les points dans l'espace, et donc à projeter le dessin sur un plan qu'on appelle le tableau. Ça va avoir pour conséquence la création d'un nouvel espace de représentation. Donc jusque-là, on était globalement dans l'espace agrégat. Donc vous voyez les représentations médiévales. On va passer dans l'espace anthropocentrique. Donc c'est une représentation de l'espace selon des règles rationnelles, où l'espace est homogène dans toutes les directions, avec trois grands principes. C'est le rapport à l'observateur. Donc la représentation de l'espace se fait par rapport à un point de vue. On vient de voir comment géométriquement c'était construit. L'illusionnisme, donc on cherche l'osmose entre ce qui est vu et ce qui est représenté, entre vision et perception. Et puis la mesurabilité, c'est-à-dire que tout ce qui est mesurable est représentable dans cet espace. Donc c'est très en relation avec les préoccupations de l'époque.
La conséquence, c'est que l'espace perspectif est en fait limité. C'est-à-dire qu'il est limité à l'arrière par la ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon, c'est la ligne sur laquelle sont placés tous les points de fuite des lignes horizontales. Il est limité à l'avant par la position de l'observateur, parce que l'œil est finalement la limite avant. Et puis il est limité à gauche, à droite, en bas et en haut par le cône de vision. Donc le cône de vision humain est plus ou moins de 40 degrés. Au-delà de ça, les choses sont toujours représentables, mais ne sont plus cohérentes géométriquement. Il faut regarder certaines images d'architecture ou certaines perspectives, il y a parfois des choses qui sortent du cône de vision et les objets sont complètement déformés. Donc finalement, on ne peut pas vraiment parler de représentation réaliste, ça reste une convention de représentation occidentale, parce qu'il y a des tas de cultures qui ont représenté les choses de manière tout à fait différente et qui s'en portent très bien. Donc c'est une convention de représentation qui cherche le réalisme, mais qui ne le sera jamais de toute façon, parce que l'observateur bouge, l'image n'est jamais statique, l'image n'est jamais limitée. Alors pour en revenir au géométral, donc là on a vu comment l'émergence de la perspective, vous avez vu que la perspective était basée sur un géométral, donc Brunelleschi maîtrisait déjà le géométral. Le premier géométral, selon Robin Evans, est un géométral de Giotto, donc au Trecento, du campanile de Santa Maria dei Fiori à Florence. Et donc il date de 1334. Et en fait, c'est le premier géométral correct connu. Et alors, j'ai fait un agrandissement de la tour et des dessus triangulaires des fenêtres de la tour. Et vous voyez, comme chez Villard de Honnecourt, dès qu'on n'était plus parallèle au plan de projection, ça partait un petit peu dans tous les sens, tandis que là, la projection est correcte. Donc, vous voyez que ces parties-ci ont été projetées correctement, et donc la compréhension de la projection géométrale est réellement maîtrisée. Donc, Brunelleschi va adopter le géométral, et c'est probablement le premier architecte à l'utiliser de manière réellement pour la conception. Le dessin de droite est un plan géométral de Brunelleschi. Le dessin de gauche est une reproduction d'un géométral d'Alberti. Donc Alberti, c'est un personnage dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est extrêmement important. Donc, sur ces dessins géométraux, on peut voir deux caractéristiques. C'est l'association de figuration et l'association de symbolisation. Et la profondeur implicite, dans le sens où vous voyez bien, enfin, culturellement, on sait que le trait épais ici représente des choses qui sont coupées. Et ceci représente ce qu'il y a derrière. Donc représente le sol. Donc dès qu'on voit une coupe, en fait, dès qu'on voit un trait de coupe, on comprend qu'il y a une profondeur implicite. Et ça, c'est une caractéristique du dessin géométral. C'est que c'est un dessin bidimensionnel qui est plat, donc il n'y a pas la notion de perspective, mais la profondeur est chaque fois implicite, parce que le plan de coupe implique la profondeur. Alberti est donc un autre personnage emblématique du Quattrocento florentin, qui est aussi un peintre, architecte, mathématicien, qui va publier plusieurs traités, dont celui-ci, De Re Aedificatoria, qui est un traité d'architecture qui ne contient aucun dessin. Donc il y a des dessins qui ont été ajoutés par la suite dans des publications ultérieures, qui ne respectent pas toujours l'esprit initial. Et donc c'est dans un ouvrage dans lequel Alberti établit une distinction très claire entre le concepteur et le réalisateur en architecture. Donc l'émergence, c'est un petit peu par ce traité-là qu'on peut caractériser l'émergence du projet et de l'anticipation. C'est que lui écrit qu'il y a quelqu'un qui conçoit le bâtiment, qui le manipule de manière graphique, et puis il y a quelqu'un d'autre qui le réalise. Et donc il va préconiser le dessin géométral, et il va préconiser un dessin géométral abstrait, sec, donc dépourvu de l'inutile. Et il va aussi faire la séparation entre la perspective et le dessin géométral. Donc on a vu que, comme tous ces personnages sont un petit peu tout à la fois,
Mais lui va clairement dire que la perspective, c'est l'art du peintre, le géométral, c'est pour l'architecture, parce que la perspective fausse la réalité, selon lui. Par contre, il va écrire un autre traité qui est de la Pittura, dans lequel il va exposer les principes de peinture, notamment il va expliquer la construction légitime d'Alberti en 1435. Et voilà une façade d'Alberti, euh, ça c'est un relevé contemporain, hein. Mais ce que je propose d'observer dans ce dessin, c'est le fait que ben, il y a clairement une anticipation des proportions par le dessin, qui devient le lieu de la conception. Donc le géométral crée toute une série de règles, de conventions qui permettent de créer un canevas géométrique à l'activité de création de l'architecte. Et donc qui font apparaître toute une série de règles de proportions, d'axialité, de symétrie, de règles de composition. Et sans mettre en évidence, on voit quand même qu'on a un balancement évident dans le dessin. Et alors, toujours selon Evans, si on place un architecte devant une feuille et qu'on lui dit de tracer des lignes n'importe comment, il ne va pas y arriver. Naturellement, les lignes vont s'organiser. Il y a un canevas qui va se créer, il y a des figures qui vont apparaître. Et c'est un petit peu ça pour moi que ça expose, c'est que voilà, le géométral permet la composition et permet l'anticipation. Donc, oui, là on est au Quattrocento. Donc l'émergence du dessin et de la profession d'architecte a lieu à Florence en Italie et arrive en France un petit peu plus tard, notamment grâce à l'imprimerie et donc à la diffusion du savoir. Et donc le savoir architectural se diffuse en Europe par de multiples traités qui font suite au traité d'Alberti et qui apportent tous un petit peu leur vision des choses. Donc tous, ça se base évidemment sur les ordres vitruviens, mais ils vont prendre différentes directions. Il y a des gens qui vont rester dans les choses assez théoriques, et puis il y a des gens qui vont essayer d'associer théorie et pratique. Et puis il y a des gens qui vont vraiment être dans les choses tout à fait pratiques et qui vont utiliser le dessin pour communiquer. Donc si Alberti était resté sec par rapport au dessin, tous les autres vont vraiment adopter le dessin dès le départ dans le traité. Alors, j'en passais quelques-uns en revue. Albrecht Dürer, avec Unterweisung der Messung mit den Zirkel und Richtscheit, qui sont les instructions pour la mesure et la règle au compas, qui est un traité de perspective pratique à destination des artisans. Donc on est à Nuremberg. Donc lui ne s'encombre pas de l'inutile. Enfin, il cherche toujours à associer savoir et savoir-faire, mais clairement c'est à destination des artisans. Et il propose des dispositifs de mise en perspective, comme vous pouvez voir sur les illustrations de droite. Alors est-ce que ces dispositifs ont réellement été utilisés ou est-ce qu'ils étaient là juste pour illustrer un propos? C'est pas très clair, je pense. Mais ce qui est certain, c'est que dans le traité, il aborde toute une série de problèmes géométriques qui anticipent ce qu'on va voir plus tard, la géométrie descriptive. Donc vous avez à droite, par exemple, la section d'un cône avec l'ellipse résultante en vraie grandeur, chaque fois avec association des points par la double projection. Et à gauche, c'est un dessin d'un contemporain de Dürer qui se situe un petit peu dans la même approche, où on voit comment mettre un carré en perspective sur base des diagonales. Donc une fois que vous avez un carré, vous définissez son point de fuite. Vous pouvez trouver toutes les lignes verticales en les faisant fuir vers le point de fuite. Et pour avoir toutes les lignes horizontales, qui évidemment se rapprochent de plus en plus avec la distance, eh bien, il suffit de dessiner les diagonales, parce que si la diagonale définit le point d'intersection en géométral, il le définit aussi en perspective. Et donc, c'est tous des petits trucs comme ça de perspective pratique qui sont diffusés. Dürer va aussi faire un traité sur les bastions de fortification. Et dans l'image de gauche, il semblerait que ce soit une des premières associations
de plan coupe-élévation à la même échelle. Donc jusqu'à présent, ben oui, on préconisait le géométral, mais c'est pas pour ça qu'on avait des géométros à la même échelle et associés. Et là, sur une même figure, on voit qu'on a le plan et l'élévation mis en relation directe. Donc on voit bien que ça a été dessiné avec une relation de projection, et on a la coupe à la même échelle. Et sur le dessin de droite, c'est un dessin assez intéressant parce qu'il démontre un savoir-faire évident en termes de géométrie. C'est que les arcs en briques, on les arrondit, et donc c'est la projection d'un arc sur une surface conique, qui est un très beau problème de géométrie et qui est ici maîtrisé parfaitement. Donc on voit que avec la courbe, il y a la dégressivité et l'arc reste cohérent. Donc il y a manifestement une maîtrise géométrique dans ces dessins. Alors ici, c'est pas des traités, mais c'est quand même quelque chose que je dois absolument évoquer. C'est au début du XVIe, la lettre de Raphaël au pape Léon X. Donc Raphaël est chargé de faire le relevé de Rome, de la Rome impériale, et il suggère, sur base du travail d'Alberti, d'ajouter, parce que Alberti parle de plan et d'élévation, et lui parle d'ajouter la coupe comme moyen de représentation, et même d'ajouter la perspective. Donc plan, coupe, élévation, perspective, de manière assez systématique. Donc c'est dans cette lettre au pape Léon X. Et puis l'illustration de gauche, qui est de Sangallo le Jeune, qui va, je pense, succéder à Raphaël sur le chantier de Saint-Pierre de Rome. Mais lui va adopter systématiquement le travail en coupe, et vous voyez qu'il y a une expression sur le modelé. Et bien en fait, là où Alberti avait spécifié des géométros secs dépourvus de l'inutile abstrait, donc juste au trait, eh bien, Sangallo va rapporter l'art du peintre dans l'élévation, dans le géométral, pour justement ajouter de l'information et le modeler. Donc il va y avoir tout le temps cette espèce d'espace de balancier entre l'art du peintre et l'art de l'architecte. Les deux s'influencent mutuellement. Et le dessin de droite, qui est de Baldassare Peruzzi, toujours sur le chantier de Saint-Pierre, et bien là, il expérimente aussi avec quelque chose qui va avoir énormément d'importance pour la présentation analytique moderne, c'est l'écorché. Donc vous voyez que vous avez un plan, vous avez une coupe, vous avez une représentation en volume, et vous avez des amorces d'autres coupes. Et que donc, la représentation synthétique, qui consiste à couper l'architecture, à représenter des choses séparées, eh bien, est déjà amorcée. Donc il y a déjà une prise de distance, une analyse par rapport au bâtiment dans ce dessin qui date de 1520. Alors, Andrea Palladio est un personnage incontournable, donc un architecte de Vénétie, qui a construit, j'imagine vous connaissez, toute une série de villas le long du canal La Brenta et des bâtiments à Vicenza, qui a eu, comme tous les autres, son traité, qui sont I Quattro Libri dell'Architettura, qui est un ouvrage important à plus d'un titre, d'abord par sa description des ordres classiques vitruviens, mais aussi parce qu'il va de manière systématique associer plan, coupe, parfois élévation, à la même échelle, sur la même figure. Donc là aussi, on voit que les choses avancent. Les plans, les coupes qui étaient épars, bien qui parfois se retrouvaient regroupés, mais de manière ponctuelle, là, chez Palladio, ça devient systématique. Vignol, donc plus ou moins à la même époque, donc qui aussi, lui, à l'inverse d'Alberti, qui ne fait que du texte, lui ne fait quasiment que des images. Donc Alberti visait vraiment les érudits, Vignol se veut pratique, donc aussi avec une utilisation systématique du système géométral. On voit à droite une coupe perspective, donc on associe plan, deux coupes, une vue en volume. Et alors la nouveauté chez Vignol, c'est le modelé. Donc il va aussi vraiment préconiser le modelé pour donner plus d'informations. Donc ça, pour moi, c'est assez emblématique du dessin d'architecture. On est vraiment dans un mélange de codification, les plans, et puis de figuration. Deux images extraites du traité sur les ordres de Vignol,
où on voit que systématiquement, il y a une expression des ombres du modelé, mais ce qui est pas, c'est les ombres, le modelé tel que perçu, c'est pas encore le tracé d'ombre géométrique qui va apparaître plus tard et qui lui va donner de l'information précise sur les objets. Donc là, pour l'instant, c'est plus de l'ordre du sensoriel. En France, Jacques Androuet du Cerceau, qui est donc un architecte qui va publier un traité qui s'appelle Les plus excellents bâtiments de France en 1579 et qui va faire une description des bâtiments de ses contemporains en fait. Et donc ici on a priori une élévation. Je crois que la volonté est de faire une élévation. On voit que c'est pas encore totalement maîtrisé et qu'il y a un mélange entre représentation symbolique et représentation géométrale. Donc on voit clairement qu'il n'a pas réussi à représenter les tours, ou en tout cas il voulait montrer que c'était rond. Donc pour montrer que c'est l'arrondi, il y a une amorce d'arrondi dans le dessin, mais qui est fausse par rapport à la projection perspective. Même si c'était une projection perspective, elle est fausse. Et alors on voit qu'on est dans une élévation, mais que le corps avant est un petit peu en perspective, idem pour les chiens assis. Et par contre l'escalier ne l'est pas. Donc il y a vraiment une sorte d'ambiguïté on sent que les intentions sont là, mais que les choses ne sont pas encore vraiment maîtrisées. Alors une autre représentation d'Androuet du Cerceau, qui est le château d'Annette de Philibert Delorme. Et la représentation du dessus est intéressante parce que c'est une amorce de perspective cavalière. Donc on a la façade en élévation, donc en projection géométrale, puis le reste en projection oblique. Par contre, dans cette élévation-ci, on voit aussi que c'est une élévation avec une amorce de perspective vers l'arrière, mais par contre que pour les canons, ça n'y est pas encore. Donc le système n'est pas encore vraiment maîtrisé. Alors, le projet ici est de Philibert Delorme, qui est donc un contemporain d'Androuet du Cerceau, mais les dessins sont d'Androuet du Cerceau dans ses relevés des bâtiments de France. Alors c'est la chapelle du château d'Annette, et c'est un très bel exemple du caractère génératif du dessin géométral et des systèmes de projection. Parce que vous voyez que vous avez le dessin du pavement en plan et vous avez la coupole, et en fait, la coupole, le pavement était projeté sur la coupole, ou l'inverse. Et donc, il y a non seulement une relation au dessin, d'abord dans la maîtrise du dessin géométral, mais le système de projection est transféré au sein même du projet pour générer la forme. Donc c'est assez intéressant. Alors, on voit aussi que le tracé du pavement, en fait, c'est des cercles. On peut identifier un cercle dont le centre est plus ou moins ici, qui tourne, et donc forcément, c'est quelque chose qui est composé de manière anticipative aux instruments, et puis implémenté dans le projet. Alors, ce qui est amusant, c'est que Philibert Delorme, manifestement, manipulait très bien les systèmes de projection. Mais Evans a fait la démonstration qu'en fait, le système de projection n'est pas juste. Et qu'il a probablement privilégié un effet spectaculaire à l'effet correct. Et donc, il suggère l'effet. Mais si on fait la réelle projection, on n'y est pas. Mais tout porte à croire qu'en fait, c'est intentionnel de sa part. L'évolution de la géométrie et les formes baroques. Donc, fin du Moyen-Âge, du XIIe au XVIe siècle, il y a l'âge d'or de la taille de pierre en France. Et donc le but de la taille de pierre, c'est utiliser la gravité terrestre en guise de mortier. Et donc c'est dessiner des formes qui s'emboîtent parfaitement et qui forment une structure stable une fois sous contrainte. Et donc ça a développé un savoir spécifique d'un groupe d'artisans justement pour découper, pour créer ces formes. Les illustrations ici sont plus tardives, hein, c'est juste des outils de taille de pierre et montrer le genre de problématiques auxquelles ils sont confrontés. Donc les tailleurs de pierre vont développer des systèmes de projection
qui leur permettent de tailler des formes de plus en plus complexes, et donc créer la stéréotomie. Et le challenge dans la stéréotomie, c'est chaque fois de trouver ce qu'on appelle la vraie grandeur. C'est donc à un moment la grandeur projetée sur un plan parallèle pour savoir comment tailler les claveaux ou les autres pièces. Et donc ça va consister à procéder à toute une série, donc de manière abstraite, à toute une série de rotations et de rabattements dans l'espace pour chaque fois retrouver les formes en vraie grandeur. Donc le dessin aussi sur la droite date du 18e, mais ça illustre un petit peu le principe. Donc des formes typiques, qui est l'escalier en vis de Saint-Gilles ou la trompe. Hein. On voit les formes complexes en termes de taille de pierre auxquelles ça peut amener. Il y a aussi les arrière-voussures de Marseille dont je n'ai pas d'illustration. Et donc ces gens-là vont être confrontés à ces problèmes. Et alors pour illustrer ce genre de choses, je vais étudier un problème un petit peu plus en détail, qui a été étudié par énormément d'auteurs, d'architectes, auteurs de l'époque, qui est le problème de la descente biaise. Donc c'est une voûte d'axe quelconque qui rencontre un mur en biais, un mur en talus, pardon. Et c'est sur la question comment résoudre ce problème-là. Et en fait, on va voir que jusqu'à présent, on est dans une pensée géométrale où on projetait en plan, en élévation, enfin, on était en double projection. On va pouvoir résoudre ce genre de problème uniquement par l'adjonction de nouveaux plans de projection. Et ça va être tout l'enjeu en fait. Donc ici, les données du problème. Donc en haut à gauche, vous voyez la petite flèche, l'axe E, qui est l'axe de la voûte. F est le mur. Donc ceci sont des représentations faites a posteriori, des représentations contemporaines qui résolvent le problème de la descente biaise. Donc en bas à gauche, on représente tous les plans de projection intermédiaires par lesquels il va falloir passer. Et puis vous avez la solution claire et limpide à droite, où vous avez donc le tracé en géométrie descriptive qui arrive aux vraies grandeurs. Alors le tracé, il faut s'y plonger, hein. C'est assez abstrait. Et donc ça, c'est une solution récente, basée sur la géométrie descriptive de Monge. Mais pendant plus ou moins 200 ans, donc en fait, on ne sait pas bien lire les illustrations. Donc il y a de l'orme à fraisier, tous les architectes, les théoriciens, mathématiciens vont tenter de résoudre ce problème. Certains vont y arriver, d'autres auront moins de succès. Mais donc les traités vont se répondre entre eux, mais vont de toute façon faire évoluer le savoir de la stéréotomie pour justement parvenir à résoudre ce problème de projection multiple. Alors, en fait, le fait de dessiner des formes complexes devient un enjeu. C'est-à-dire que vous voyez ici une planche de fraisier qui date du début du 18e, première moitié du 18e, où on est dans des problèmes géométriques de pénétration de volume courbe. Alors ceux qui se sont déjà frottés à la géométrie descriptive savent que c'est des choses vraiment compliquées, et où la maîtrise et géométrique et stéréotomique commence à parvenir à résoudre ce genre de problème. Et le résultat, c'est que on va arriver à une architecture d'intersection où le fait de créer des intersections, de créer ces formes complexes devient un enjeu de l'architecture. Et c'est un petit peu tout l'enjeu du baroque, qui est vraiment allié avec le savoir stéréotomique, l'écriture de l'architecture baroque. Donc il y a le vestibule de l'hôtel de ville de Arles qui est attribué à Mansart. On voit typiquement, hein, c'est un gros problème de stéréotomie. On le voit en plan à gauche. Et donc voilà, c'est l'intersection en fait qui devient le point fort du projet. Donc la composition géométrale renaissante était beaucoup plus dans l'adjonction, la composition par adjonction de volume en plan. Et là, on part dans une composition où l'enjeu devient l'intersection.
Alors chronologiquement, après avoir parlé de la taille de pierre, je devrais normalement parler de Gaspard Monge. Je vais en parler tout de suite, mais comme on est au 18e, je voudrais quand même faire une petite digression, euh, parce on est au siècle des Lumières, et on voit apparaître une architecture dessinée dont la finalité est le dessin. Donc, ce qui permet l'émergence de postures critiques pour lesquelles ces dessins sont instrumentalisés. Un exemple, c'est Boullée. Donc Boullée est un architecte 1728-1799, avec ici le projet du cénotaphe de Newton. Donc c'est un architecte qui sera surtout connu pour ses dessins plus que pour ses réalisations. Vous voyez que ici on est dans l'échelle gigantesque. Je peux montrer avec ici, ceci est un arbre. Donc on est dans une architecture classique, utopique, de forme simple, mais qui fait dans le gigantesque. Et donc il va développer toute une architecture utopique à travers ses dessins. Et on peut considérer qu'il y a une posture critique dans le fait de développer cette architecture utopique, dans le sens où une utopie, par principe, propose une situation idéale à une situation existante qui ne l'est pas. Un autre personnage emblématique de cette époque-là, c'est Piranesi, donc, qui est un 1720-1778, qui est aussi connu principalement pour ses représentations de ruines sublimées de la Rome antique, et pour les Cartieri d'Invenzione, qui sont une sorte d'univers de carcéral, comme ça, de 16 dessins. Et donc, les prisons à la Cartieri d'Invenzione, c'est un univers donc de toute une série de dessins qui est un univers rêvé, rêvé ou cauchemardesque de prison, mais tous ces dessins sont cohérents entre eux. Donc, ils forment une architecture. D'ailleurs, il y a des dernières biennales de Venise, il y a des Suisses, un laboratoire suisse qui s'est amusé à refaire en 3D, à essayer de chercher une cohérence, et ils sont parvenus à un résultat, donc à vraiment qu'on puisse se balader dans l'espace qui a été créé à travers ces représentations. Et alors, Piranesi aussi a dessiné la romantique, une sorte de romantique, de ruine de romantique sublimée. Il a été très critiqué par les archéologues parce qu'il était très fictionnel, mais adulé par les Anglais. Donc, Gaspard Monge, l'inventeur de la géométrie descriptive, enfin, lui-même ne se présente pas comme l'inventeur. Donc, Gaspard Monge, 1746-1818, est un personnage révolutionnaire qui est un mathématicien, qui est impliqué en politique, mais aussi dans la réforme du système éducatif national. Et donc, en fait, son grand apport, ça va être, il va s'intéresser au problème de la taille de pierre et de la géométrie, et qui va se baser sur la géométrie de la stéréotomie pour en extraire une théorie, et qui va être la géométrie descriptive, qui est toujours enseignée aujourd'hui. Donc les traités précédents, ou tous les approches précédentes se focalisaient sur le résultat, sans vraiment de méthode de justification. Lui va créer une science géométrique qui est basée sur la double projection, et qui devra permettre de représenter n'importe quel objet qui peut se réduire à une description géométrique dans l'espace. Alors voici une image extraite du cours de première année de la faculté d'architecture. À gauche, c'est une perspective cavalière d'une droite quelconque dans l'espace avec sa projection sur le plan vertical et le plan horizontal. Et à droite, c'est la projection en géométrie descriptive. Et donc, vous voyez qu'en fait, on a juste rabattu le plan horizontal dans le plan vertical, et on manipule tous les objets de manière abstraite, uniquement sur base de la double projection. Ça demande une certaine capacité d'abstraction, mais ça permet de tout représenter. Donc, sur le dessin de gauche, on voit la possibilité de résoudre des problèmes complexes avec la géométrie descriptive. Donc ça, c'est le plan tangent à une sphère passant par une droite donnée. Alors aussi, à froid, j'ai un petit peu de mal à m'y plonger. Mais on voit encore des choses de cet ordre-là en architecture. Et alors, à droite,
euh, on voit en double projection un volume, et puis la manière donc on a coupé les rayons, on a placé un observateur, coupé les rayons visuels par un plan, on a tiré un dessin perspective sur base de la construction légitime, et en fait, Monge va aussi s'intéresser à la perspective, et donc va finalement globaliser la science géométrique des projections multiples pour la théoriser. Et alors il va essayer de replacer cette formation géométrique au cœur de la formation des architectes, un petit peu comme Alberti avait déjà essayé de le préconiser. Et comme il est impliqué dans le système éducatif, il va essayer que cette formation soit dispensée aussi à tous les... On est en période révolutionnaire, hein, à tous les élèves de France, ou en tout cas tous les élèves artisans de France, comme méthode de représentation rationnelle des objets. Alors, donc sur le dessin de gauche, on voit qu'on a une représentation d'une sorte de vase en géométrie descriptive, et on voit qu'on a un tracé d'ombre. Et en fait, le tracé d'ombre, une fois qu'il est positionné suivant un certain angle, est une source de connaissance. C'est-à-dire que finalement, l'ombre, c'est la projection géométrique de l'objet sur le sol. Et la définition de la séparatrice, donc la ligne qui sépare l'ombre de la lumière, est aussi un problème géométrique. Et donc finalement, il préconise le fait de résoudre les tracés d'ombre dans les systèmes de projection, parce que chaque fois, ça ajoute de l'information à la connaissance de l'objet. Donc, ça va être adopté plus tard. Donc, vous avez une épure de géométrie descriptive et après une représentation d'architecture qui va finalement, en fait, je ne vais pas montrer grand-chose du 19e parce que globalement, c'est là qu'on en est. Il y a une sorte de classicisme, de virtuosité dans le dessin qui fait qu'on maîtrise parfaitement le géométral, on maîtrise parfaitement la géométrie du tracé d'ombre et l'expression du modelé, qui fait que ce genre de représentation est typique du 19e, alors où on se rappelle de Vignol qui chercha à exprimer l'ombre uniquement par le modelé, il n'y avait pas encore réellement de savoir géométrique. Maintenant, on est dans le savoir géométrique précis. Donc finalement, le tracé d'ombre devient une convention qui permet de lire la profondeur. Donc c'est toujours comme ça en architecture, le tracé d'ombre à 45 degrés permet d'identifier la profondeur. Donc finalement, ce qu'on le fait, c'est pas pour des raisons esthétiques, c'est pour des raisons d'information. Alors, oui, j'avais titré une manière doctrinale d'appréhension du monde, c'est que, évidemment, la géométrie descriptive est abstraite. Et donc, on est dans un contexte révolutionnaire, et Monge va tenter d'imposer ça. Il va avoir pas mal de détracteurs. Et évidemment, si ça permet une certaine représentation du monde, c'est aussi assez réducteur. Et donc, le fait que ce soit réducteur, le fait que ce soit aussi abstrait, le fait qu'il y ait beaucoup de détracteurs va faire que la géométrie descriptive aura pas mal de déboires et va finir par tomber en désuétude pour être réactualisée après. Je survole le 19e pour arriver à la fin du 19e. Un personnage qui est extrêmement important en représentation de l'architecture et qui, à mon avis, peut pas mal intéresser les archéologues, qui est donc Auguste Choisy. 1841-1909, qui est un ingénieur, un élève de l'école polytechnique, donc de toute cette école qui a vu passer Monge et d'autres gens, qui va faire de nombreux voyages d'études et qui va rédiger quelques ouvrages majeurs, qui est l'art de bâtir chez les Byzantins, l'art de bâtir chez les Romains, l'histoire de l'architecture et l'art de bâtir chez les Égyptiens. Et la grande innovation de Choisy, c'est l'utilisation systématique de l'axonométrie et de la perspective cavalière comme mode de représentation, d'analyse décontextualisée de l'architecture. Donc vous avez un exemple de ce que ça peut donner ici à droite, mais je vais vraiment rentrer là-dedans en profondeur parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. D'abord, donc j'ai survolé les perspectives parallèles au début et je voudrais mettre quelques rappels pour un petit peu vraiment comprendre son travail. Donc, la projection axonométrique, visuellement, quand on voit les deux projections des pyramides ici, on est très proche finalement d'une projection perspective. Or, conceptuellement, ça n'a vraiment rien à voir. Vous voyez que la projection en perspective conique, toutes les projetantes vont vers l'œil de l'observateur et puis sont coupées par un plan. Perspective axonométrique, les projetantes sont parallèles entre elles, donc le point de vue est finalement rejeté à l'infini.
si je fais un zoom sur une projection axonométrique, donc vous avez le volume qui est projeté sur un plan avec les projetantes parallèles. Et la projection résultante va être caractérisée par deux choses, donc trois rapports de proportion. Donc chaque fois que vous voyez le trait jaune, le trait vert et le trait rouge, ils ont une grandeur dans la réalité, puis ils vont avoir une grandeur une fois projetés. Et puis le trièdre de référence, qui sont trois axes, enfin qui sont trois axes perpendiculaires entre eux. Une fois projetés, vous avez les trois petits arcs de cercle orange. Ils vont donner trois angles différents. Donc vous avez trois rapports de proportion et trois angles différents qui vont caractériser une représentation axonométrique et qui vont finalement caractériser, chaque fois que vous placez un plan dans l'espace, vous projetez le trièdre dessus, vous avez trois angles et trois rapports de proportion. Et donc chaque axonométrie peut être caractérisée de la sorte. Le cas particulier de la projection parallèle, c'est la projection cavalière. Donc j'avais déjà évoqué le fait que on peut aussi projeter sur un plan qui est parallèle à une des faces, ce qui permet de conserver l'angle droit du plan, mais alors forcément, les projetantes doivent être obliques. Sinon, on a une projection géométrale. Et donc, c'est une sorte de cas particulier de l'axonométrie. Et ça dépend des auteurs. Pour certains auteurs, les projections axonométriques concernent à la fois les axonaux et les cavalières. Pour d'autres, c'est des choses séparées qui sont les projections parallèles. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que le travail que Choisy va faire en axonométrie, je vous avais dit, ça s'oppose à la perspective, dans le sens où le but de la perspective, c'est représenter un objet suivant un point de vue. L'axonométrie a des origines tout à fait différentes. En fait, vous avez vu un petit peu au cours de l'histoire, les architectes ont cherché à représenter un objet sur plusieurs points de vue dans une seule figure. L'axonométrie, c'est plus ou moins ça. C'est-à-dire que c'est de rassembler plan, coupe et élévation dans une seule figure et que ces trois vues restent mesurables. Donc, avec un rapport d'échelle. Donc on se rappelait un petit peu le... Pardon. Oui, alors donc, quelque chose de très important aussi, c'est le fait que l'axonométrie, une fois projetée, est réversible. C'est-à-dire que par un tracé géométrique relativement simple, il y a moyen de réextraire les élévations en vraie grandeur. Donc, ça, c'est vraiment très important de comprendre parce que même si visuellement, on a l'impression que la perspective et l'axonométrie sont proches, conceptuellement, c'est très différent. Et les espaces qui sont engendrés par la perspective et l'axonométrie sont aussi assez différents. On a vu que l'espace perspective, finalement, il était limité par la position de l'observateur, la ligne d'horizon et le cône visuel. Mais le fait d'avoir rejeté l'observateur à l'infini fait que l'espace axonométrique, il est infini aussi. Donc, il est homogène, c'est-à-dire que en perspective, selon la position de l'objet par rapport à l'observateur, on va avoir un objet plus grand ou plus petit, donc il va y avoir une variation de la qualité de l'information. En axonométrie, comme le point de vue est de toute façon à l'infini, l'information a partout la même valeur. Donc que ce soit là ou là, la distance finalement à l'observateur est tout le temps la même. Donc comme mode de représentation des connaissances, évidemment, c'est beaucoup plus approprié. Donc l'enseignant de Choisy, s'appelle Jules Lagourmerie, en menant ces observations, pour lui, en fait, l'axonométrie a fait la critique de la perspective, en allant plus loin. Je vois que l'heure avance, donc je pense que les origines de l'axonométrie, c'est quelque chose que je peux passer. On va vite voir un petit peu l'évolution des représentations de Choisy à travers ces différents traités. Donc le premier, c'est l'art de bâtir chez les Byzantins en 1873, où il utilise l'axonométrie pour l'association systématique de plan, coupe et élévation. Donc dans une même figure, vous avez le plan, et puis des morceaux du bâtiment. Comme on travaille en symétrie, en fait, si celui qui représente un morceau, on peut lire le reste. Et donc sur une même figure, il y a ce côté très analytique où on peut lire plan, coupe, volumétrie, élévation. Et alors, ça c'est pour la vue de gauche. Et alors dans la vue de droite, ce qui est particulier, et ce qui va vraiment apporter, c'est les vues plafonnantes, ou les vues chtoniennes. Donc c'est le fait de se placer en dessous,
Pourquoi? Pour montrer le plan d'une part, et d'autre part, Choisy est un ingénieur. Il sait très bien que toute l'architecture est basée sur l'arc et sur la voûte, et sur la descente de charge, et que finalement la représentation la plus explicite de l'architecture à laquelle il s'intéresse, c'est peut-être de la regarder d'en bas. Et donc systématiquement, il va adopter ce point de vue qui va un petit peu caractériser son travail. C'est donc cette espèce d'analyse par la représentation, chaque fois en se plaçant en dessous de l'objet. Et alors, on voit aussi à droite que les vues sont ombrées. Et en fait, c'est un problème de l'axonométrie, c'est qu'elle est réversible. C'est-à-dire que si vous plissez un peu les yeux, c'est de faire abstraction de l'ombrage. En fait, vous voyez l'objet en creux, il y a moyen de le voir en relief. Et de voir le trait de coupe comme une sorte de contour. Et donc, pour lever cette ambiguïté, il procède à l'ombrage. L'art de bâtir chez les Romains date de 10 ans plus tard, en 1883. Donc, j'avais une citation d'Yves Allain-Bois qui parlait de la vertigineuse beauté ascensionnelle de ces représentations. Donc, vous voyez qu'il y a vous avez parlé de la projection avec 3 angles et 3 rapports de proportion, mais donc pour la lisibilité des dessins, des représentations, il place chaque fois des règles de mesure pour que les informations soient, enfin les représentations soient source de connaissances, soient mesurables. Et alors, par rapport aux archéologues, il va se positionner en ayant un travail sur la traçabilité des sources assez fiable, et quand il y a interprétation des connaissances, il le consigne. Alors il y a eu des recherches qui se sont faites, il y a eu un colloque en 2009 sur Choisy, et il y a eu une thèse qui est sortie en 2008 sur son travail, et j'avais une citation de cette thèse que je trouvais assez pas mal. C'était: les axonométries apparaissent comme source de connaissances à part entière, mais ont également la faculté de former des images qui ouvrent la voie à un nouvel imaginaire architectural. C'est donc de Thierry Mandoul, qui est l'auteur de la thèse. Je trouvais que c'était assez bien vu. Alors, dans l'art de bâtir chez les Romains, mais on peut tout à fait faire un parallèle entre le travail de Choisy et le travail de Piranèse. Donc tous deux s'intéressent à l'Antiquité romaine, tous deux décontextualisent l'objet. Donc on voit chez Piranèse aussi, il fait abstraction de... Et tous deux expriment un système constructif. Donc Piranèse, même si c'est très fictionnel, c'est un architecte, c'est quelqu'un qui connaît la construction, et donc dans ses ruines, finalement, il représente assez méticuleusement des systèmes constructifs. Et tous deux aussi génèrent une forme de fiction par rapport à l'objet. Piranèse par sa mise en scène, Choisy par le fait que l'objet est complètement en suspension. Et donc Choisy, même s'il cherche à représenter de la connaissance, représente un environnement, exprime les matières. Donc, et puis de toute façon, il y a une expression graphique qui est assez similaire. Et donc ça, c'est encore le début du travail de Choisy, parce que un gros ouvrage en 2 tomes, qui est l'histoire de l'architecture, qui paraît en 1899, là, il va aller faire des choses beaucoup plus abstraites. Donc, par rapport aux 2 précédents, les matières ne sont plus représentées. Il n'y a plus grand-chose qui permet de donner l'échelle. Et en fait, il va de plus en plus vers des schémas compositionnels. Donc, il va de plus en plus vers le diagramme. Et pour les bâtiments, chaque fois qu'il représente un bâtiment en entier, il adopte un point de vue du dessus. Et dès qu'il représente des fragments, il passe en vue par-dessous. Donc ça devient systématique dans son travail. Alors, il s'intéresse... Donc, j'avais dit qu'il était ingénieur, donc il avait ce point de vue, les axonométries plafonnantes, pour rendre explicite le travail sur la voûte, la coupole, la descente de charge. Donc, il va aussi s'intéresser au fait que, d'un point de vue tectonique, l'architecture peut souvent se résumer à une travée qui est répétée. Et donc, il va représenter, donc ça c'est une planche où il n'y a que des travées. Parce que c'est finalement, en représentant une travée, on représente quasiment la totalité du bâtiment. Et quand on voit la manière, le soin avec lequel il représente les travées, si on en analyse une, on peut voir que dans une seule vue, en fait, il y a 5 figures. Donc on a le plan, on a une élévation intérieure, une élévation extérieure, ça fait 3. Puis alors, on a une coupe dans l'axe du pilier, et puis on a une deuxième coupe dans l'axe de la travée. Et donc au niveau analytique, il y a une puissance de représentation énorme, parce que,
avec une travée, il représente tout un système architectural. Deux, dans un seul dessin, il représente 5 vues du dessin. Donc il y a vraiment une maîtrise et graphique et structurelle, une analyse de l'architecture qui est assez remarquable. Alors, donc le fait d'avoir dénigré, enfin de dire que j'ai passé l'historique de l'axonométrie, donc la projection cavalière en tout cas existe depuis longtemps, est connue des peintres, mais il n'a jamais vraiment été adopté parce que les peintres la trouvaient, ce qu'on appelait la perspective vulgaire, parce que trop facile. Et donc en tout cas en Occident, elle a été adoptée plus par les militaires, parfois par les ingénieurs. Mais dans le monde, pardon, dans le monde francophone, ça n'a jamais vraiment percé. Par contre, les Anglais, bien, eux, ils n'ont jamais vraiment utilisé la géométrie descriptive de Monge. Mais par contre, ils étaient déjà très à l'aise avec l'axonométrie et Choisy a eu connaissance de ces travaux. Et donc ça date de la première moitié du 19e quand les travaux de Choisy sont plus tardifs, qui est donc une axonométrie du révérend Willis. Et donc, mais par contre, je trouve que les Anglais et les Allemands utilisaient l'axonométrie déjà, mais Choisy, son apport, c'était de la systématiser et d'en faire vraiment un dispositif analytique. Et le travail de Choisy a d'ailleurs eu une très bonne réception chez les Anglais. Ceci clôturait le chapitre sur Choisy. On est à la fin du 19e, on va passer au début du 20e. On a vu comment Choisy a utilisé l'axonométrie comme dispositif analytique. On va voir maintenant avec les modernistes et les constructivistes, donc l'avant-garde artistique du début du XXe siècle, comment ils vont se réapproprier ce moyen graphique comme élément génératif. Donc, De Stijl, j'imagine c'est un mouvement que vous connaissez. Donc c'est un mouvement hollandais, une revue d'architecture et d'art plastique en plus d'être un mouvement, qui paraît de 1917 à 1928 avec comme leader Piet Mondrian, vous connaissez tous ces tableaux, et Theo van Doesburg, qui sont deux peintres. Donc c'est un mouvement d'art moderne qui cherche à unir différents arts entre eux, très dans l'air du temps, par un vocabulaire de forme pure. Et dans l'image de droite, vous voyez les contre-constructions de Van Doesburg. Il adopte l'axonométrie pour rechercher de nouveaux types d'espaces. Et donc, il suggère tout à fait l'espace axonométrique. Vous sentez qu'on est dans des formes flottantes, des formes qui glissent sur leurs axes, des objets décontextualisés dans un univers infini. Et il va chercher à décliner ce genre de schéma conceptuel en architecture. Ceci date de 1923. Donc vous voyez une manière de transposer ça dans un bâtiment. Donc les deux sont intimement liés. Et voilà des objets issus de la production du Stijl. À gauche, vous avez la chaise Red and Blue de Rietveld. Et vous voyez qu'on peut retrouver dans ces objets. Donc les objets suggèrent l'espace. Donc vous voyez la structure suggère les directions de l'espace. Il ne s'arrête pas de manière nette pour suggérer l'infini. Vous avez cette même notion de plan qui glisse. Donc finalement, on cristallise une série de formes simples pour en faire un objet qui se réfère à cet espace-là. Vous avez l'intérieur de la maison Schroeder. Je n'ai pas mis l'image de l'extérieur, mais l'extérieur est tout aussi explicite. Donc vous voyez que vous avez le même jeu de formes flottantes, le même jeu de lignes, où finalement, ils cherchent à construire leur représentation. Donc on est moins dans la représentation qui représente le projet, mais plus le projet qui représente la représentation. À la même époque, en Russie, donc les avant-gardes russes, qui vont aussi expérimenter avec l'axonométrie. Donc ici, on a le travail d'El Lissitzky, qui est avec Tatlin, Malevich, Tchernikov, Melnikov, tous des gens qui sont à l'origine d'un mouvement qui s'appelle le constructivisme, qui est un mouvement artistique qui va être en lien avec le nouveau pouvoir
bolcheviques, et qui vont essayer de réinventer l'art et l'architecture en parallèle avec l'idéologie du mouvement. Il ne va pas durer longtemps parce que le pouvoir en place va vite se rendre compte que c'est un art complexe, abstrait, élitiste, que le peuple ne comprend pas. Donc je dirais que ça ne va pas bien se passer pour eux. Mais pendant 5-6 ans, ils ont quand même pu mener des expérimentations assez... Enfin, beaucoup de ces gens vont aller après, vont émigrer aux États-Unis ou bien vont aller en Allemagne au Bauhaus. Donc, je ne vais pas parler du Bauhaus pour des questions de temps, mais il y a aussi beaucoup de choses à en dire. Dans ces représentations, on voit que Lissitzky essaye de faire le Braunraum, ça veut dire l'espace nouveau. Enfin, Raum c'est espace, Braun je crois que c'est nouveau en russe ou quelque chose du genre. Et il cherche donc à fusionner peinture, sculpture, architecture, installation dans une même œuvre. Et d'abord, il va essayer de représenter cet espace en axonométrie. Et vous voyez que c'est assez intéressant parce que vous ne savez pas la regarder en une fois. Ceci, c'est le sol. Et le plafond devrait se trouver là, mais alors on le verrait du dessus. Et pour qu'on le voit du dessous, il le représente à côté. Et le mur qui devrait être là se retrouve rabattu. Donc finalement, il y a plusieurs angles de vue dans une seule représentation. Et vous avez après une reproduction de l'installation qui date des années 60, parce que l'installation originelle date de 1923, mais a été détruite. Je peux difficilement ne pas parler de Le Corbusier, même si je ne vais pas en dire grand-chose, mais donc lui, en bon moderniste, va aussi adopter le mode de représentation axonométrique comme mode de conception. Donc pour conclure sur l'axonométrie, ici c'est une représentation de Tchernikov, un bâtiment de Tchernikov, et on a vu que par rapport au géométral, où on composait de manière par juxtaposition de volume, l'axonométrie fait qu'on s'intéresse directement maintenant aux 3 dimensions de l'espace, et que donc les bâtiments vont être beaucoup plus spatialisés. Donc on va beaucoup plus jouer sur la profondeur, sur les glissements de plans, sur le fait que les axes se répondent dans l'espace. Et donc finalement c'est un mode de composition qui apporte un nouveau mode formel. Je pourrais afficher des séries de représentations modernistes dans lesquelles on peut tout à fait voir le fait qu'on conçoit dans l'épaisseur, on conçoit par lame de plan. Et aussi, vous avez dit, le point de vue en axométrie est rejeté à l'infini, ce qui veut dire que l'objet, on en a une connaissance globale à tout moment. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus proche de l'objet tel qu'il est pensé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un objet en tête, que ce soit par exemple le bureau ici, si je pense à l'objet, je vais penser de la même manière à ce coin-ci, au pied de l'objet, à tout l'objet, comme une globalité. Je ne vais pas me dire qu'il y a un endroit qui est plus proche qu'un endroit qui est plus lointain. Et le mode de représentation axométrique, c'est typiquement ça. C'est pour ça qu'au niveau conceptuel, il va vraiment être adopté. C'est que la distance, la connaissance qu'on a de l'objet est la même partout. Et ce qui est assez visible dans cette image. Et donc qui amène ce mode de composition. L'époque contemporaine, donc je fais quand même un petit saut. Enfin, le modernisme, il se poursuit jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je dirais que je ne peux pas dire qu'il ne se passe rien en présentation de l'architecture, mais il n'y a pas de... Enfin, je n'ai pas identifié de fait majeur pour mon exposé ici, donc je vais directement passer aux années 60, l'utopie et la postmodernité. Donc, dans les années 60, on a une architecture qui se développe, qui est influencée par la culture populaire, société de consommation, la conquête spatiale, la science-fiction. Et donc, il va y avoir un mouvement d'architecture utopique qui va s'exprimer uniquement au travers de la représentation, qui va avoir une influence majeure sur l'architecture, l'histoire de l'architecture, mais qui ne va jamais exister autrement que dans la représentation, et qui n'aura d'ailleurs pas d'autre but, parce que ce sera aussi un dispositif critique. Donc il va y avoir des acteurs de ces mouvements en Autriche, en Allemagne, en France et surtout en Grande-Bretagne. Et donc là, on a 2 planches d'archigrammes, qui est vraiment un mouvement très important
pour les utopies. Et voilà, c'est une planche de bande dessinée qui fait partie du magazine qu'ils éditent dans les années 60, dans lesquels ils développent tout cet imaginaire d'objets issus de la science-fiction. Et là, c'est un projet d'architecture où on peut assez bien faire le lien. Donc, c'est des capsules habitables. Donc, une des démarches des utopies, c'est de considérer la ville comme une sorte de grande structure qui est support à circulation et au flux, sur lesquels les gens sont nomades. Donc, c'est une sorte de très grande individualisation et donc tout le monde finalement peut se balader au gré de ses envies et plugger, c'est vraiment ça, son habitation sur les structures mises en place. Donc c'est une sorte d'architecture nomade et consommable. Un de leurs grands projets, c'est le Walking City. Donc on voit typiquement ces structures qui sont connectées entre elles, qui bougent, qui se connectent aux villes. On voit ici un autre projet de Hausrucker Co, qui sont des Autrichiens. Et donc, on voit que c'est des architectes qui utilisent la représentation traditionnelle de l'architecture. Parce qu'ici, on a des coupes avec les conventions habituelles du dessin d'architecture. Mais ils vont mixer ça avec des techniques de graphisme et de publicité pour créer un imaginaire autour des concepts qu'ils défendent. Et donc, ils vont créer toute une série de projets manifestes avec un raisonnement architectural très fort, qui est cohérent, mais qui évidemment adapte une posture critique, mais qui a sa finalité uniquement dans la représentation. Et donc vraiment, l'architecture contemporaine, il va y avoir toute une série de réponses qui va amener à des sujets contemporains, mais c'est une étape clé de l'architecture contemporaine. Un petit peu après, donc là on était dans les années 60, les années 70 et 80, on a la postmodernité, donc il fait la critique de la modernité, et parce que la modernité est devenue un style dépourvu des valeurs initiales, et donc les postmodernes, ce qu'ils veulent, c'est critiquer, achever la modernité finalement, et magnifier son échec. Et aussi l'architecture devient un dispositif critique, et l'architecture et la représentation architecturale vont parfois se confondre, se mêler, ou être envisagées comme un tout, comme un dispositif critique en soi. Et donc là, on a un projet de Peter Eisenman qui va s'approprier l'espace axonométrique qu'on commence à connaître, et qui va créer une architecture qui n'est qu'un processus, dans laquelle il va appeler le vocabulaire des modernistes pour en faire un jeu purement formel, purement conceptuel. Donc on voit que, en fait, ça c'est une planche d'une série beaucoup plus grande dans laquelle on voit l'objet qui évolue. On voit même, pour montrer la recherche d'absurdité, il y a un escalier vert, un escalier rouge. Il y en a un qui est retourné, donc pour bien montrer la décontextualisation de l'objet. Et ça va donner... Certains projets sont construits, certains ne le seront pas. Et le lien entre le projet construit et sa représentation, il n'y a plus vraiment de niveau de hiérarchie. C'est-à-dire que le projet construit devient finalement une instance d'un processus qui aurait très bien pu continuer. Et le projet ne cherche plus de rapport avec le contexte et est volontairement ambigu, donc à ce statut un peu de maquette, et est parfois volontairement inhabitable. Donc il y a certains détails qui sont conçus pour ne pas être fonctionnels, justement pour revendiquer cette espèce de critique de l'architecture moderne, et aussi pour la démarche artistique de l'architecte. Donc finalement, c'est la représentation de l'architecture qui prend le dessus quelque part sur l'architecture elle-même, vu que d'un certain point de vue, tout n'est plus que représentation. Un petit peu plus tard, donc utopie et postmodernité toujours, on arrive fin des années 70, début des années 80, avec le travail de Libeskind. Donc Libeskind, c'est l'architecte qui est en train de refaire le World Trade Center. Et donc c'est une architecture ici qui suit la postmodernité, qu'il faut encore être considéré comme postmoderne, mais qui est plus spécifique aux années 80, qui est la déconstruction,
qui est une architecture de complexité et de fragmentation. Et à gauche, on a un dessin de Libeskind qui date de 1979. En fait, il en a fait une série comme ça, où il dessine des objets qui tous ont une sorte de cohérence locale, qui tous, pris séparément, forment des objets plus ou moins cohérents, qui se répondent entre eux, et puis la totalité forme un espace global qui est évidemment extrêmement abstrait, extrêmement complexe, mais qui relève de la réflexion architecturale. Et donc il va mener sa réflexion principalement à travers des recherches graphiques, qui vont aussi prendre l'allure de maquettes et une série de choses comme ça. Et puis on voit dans les années 90, il construit le musée juif à Berlin, que certains d'entre vous ont peut-être vu. Et bien, la relation est évidente. Donc toute la recherche qu'il a fait pendant des années va se retrouver, vous voyez, toutes ces lignes, ces brisures, cette fragmentation, mais se retrouve tout à fait dans l'architecture du musée. Donc là aussi, il y a une évidence par rapport au côté génératif de la représentation, c'est que on a finalement une recherche qui, je dirais que pendant toute une série d'années, le principal de sa recherche architecturale s'est faite dans la représentation, et puis n'a été instancié dans des constructions que bien plus tard. La dernière partie, c'est où on arrive à des choses beaucoup plus contemporaines. C'est ce que j'ai mis avec des gros guillemets, je vais appeler ça la révolution numérique. Donc là, vous savez que on est aujourd'hui dans le numérique, et donc la conception de l'architecture contemporaine et sa représentation sont conditionnées par le phénomène numérique. Alors je vais rapidement remonter un petit peu aux origines du phénomène. Donc dans les années 60, en parallèle avec les utopistes, il y a la naissance de l'architecture cybernétique, qui est donc un mouvement très chargé idéologiquement, qui cherche une architecture libératoire, donc parce que adaptable continuellement aux besoins des utilisateurs. Donc ça, c'est un projet de Cedric Price, qui s'appelle Fun Palace, en 1964, qui est un théâtre aux scènes multiples, dans lesquelles tout se reconfigure en permanence au gré des usages, suivant une logique de programmation basée sur de l'intelligence artificielle. Et donc, il va continuer sa réflexion dans d'autres projets. Le projet Générateur, qui date de 1976, qui est un bâtiment composé de cubes de 4 mètres de côté, et qui sont disposés suivant un calcul qui établit des règles de proximité et d'organisation entre les cubes. Et le dispositif est mis au point par un couple qui s'appelle John et Julia Fraser. Ils sont assez importants dans l'architecture cybernétique. Et donc là, on voit un prototype qui n'est pas exactement pour ce projet-là, mais qui relève exactement du même type de préoccupation. Ce sont des dispositifs électroniques, début des années 80, qui cherchent des relations entre les formes sur des principes organisationnels. Et alors, ici, on voit un petit peu où ce genre de recherche peut mener, avec un système organisationnel toujours basé sur ce genre de principe, où l'organisation est basée sur l'intelligence artificielle et donne des configurations, finalement, des configurations spatiales qui rappellent la croissance cellulaire. Donc on est vraiment proche des architectures utopiques, où donc il y a toute une série de règles qui sont préprogrammées et qui font que les cubes apparaissent ou disparaissent, et que le système croît en fonction de la logique organisationnelle qui donne ces configurations. Ça, c'est pour la partie plus organisationnelle de la réflexion. En parallèle à ça, il y a aussi l'origine de la séduction, enfin l'origine de l'architecture numérique peut aussi être vue dans une forme de séduction pour en termes d'organisation et de composition, pour des géométries courbes, pour les formes molles ou bien pour les plis. Et donc les architectes vont être séduits par un ouvrage de Deleuze qui s'appelle Le pli Leibniz et le baroque. Et donc on voit dans l'image de droite un projet du début de l'ère numérique où clairement apparaissent ces espèces de plis, de formes courbes. Et on va parler à ce moment-là d'architecture néo-baroque.
Donc parce qu'il y a finalement une référence au, enfin, à la complexité de l'architecture baroque. Ça, c'est pour les origines. Alors, à partir de là, dans les années, dans les années 90 et début des années 2000, on va avoir une série d'architectes qui vont réagir à ça, qui vont avoir une série de postures. Donc, je vais en présenter quelques-unes. La Marcos Novak avec le projet Trans Terra Firma en 1997. Là, il recrée un univers autonome en 3D temps réel, donc la 3D que vous connaissez dans les jeux vidéo, sur laquelle vous pouvez interagir, qui se réfère uniquement à l'univers numérique et sur lesquels les visiteurs, donc les utilisateurs, interagissent sur l'espace. Et donc il n'y a plus de lien avec le monde physique. Il cherche à retranscrire les codes de la compréhension de l'architecture dans un univers numérique par toute une série de métaphores. Et donc finalement, la représentation et le projet ne font plus qu'un. Et donc lui ne cherche vraiment plus à la relation au physique. A contrario, voici un projet de Greg Lynn, qui est un étudiant d'Eisenman, donc qui va avoir, vous vous rappelez donc les petites axonométries successives qui présentaient l'évolution des objets, il va avoir un processus de conception aussi qui tire d'Eisenman, donc où il fait évoluer un objet dans l'univers numérique suivant toute une série de préceptes, et donc il arrive à ces géométries courbes, ces formes molles. Et alors là, ça permet de mettre en évidence pas mal de limites de cette architecture, parce que au moment où il va vouloir transcrire ces formes, donc c'est là où il revendique la fluidité et la continuité, ben, il arrive dans la fragmentation, juste par une inadéquation tectonique. C'est-à-dire que pour construire ces machins-là, ben, il doit mettre des poteaux dans tous les sens. C'est une sorte de grand bricolage. C'est une église qui se situe dans le Queens à New York. J'ai été la voir il n'y a pas longtemps. Ça marche pas. Enfin, c'est vraiment non, mais c'est un projet qui a vraiment été emblématique à une époque. Puis après ça, il n'a plus rien construit. Il semblerait qu'il ait été clairvoyant. Mais donc clairement, on se confronte à une conception vraiment totalement décontextualisée qui, à partir du moment où elle doit se confronter à la réalisation, amène à des aberrations techniques. Et donc à des solutions qui apparaissent vraiment comme bricolées. On se balade dans ces machins, on voit des poteaux, les formes ne s'enchaînent pas pour placer une porte dans ces machins-là, mais c'est chaque fois des bricolages. Donc... Alors, pour réagir à ça, voilà le stade Nid d'Oiseau d'Herzog et de Meuron c'était des Jeux Olympiques, je pense, à Pékin, ou c'était un mondial. Jeux Olympiques de Pékin, voilà. Donc on a un registre formel qui appartient aussi clairement aux formes du numérique, mais ici la structure suit la logique de la forme et n'entre pas en contradiction avec la forme. Donc il y a une adéquation tectonique qui est donc le projet d'Herzog et de Meuron, deux architectes suisses qui ont eu le prix Pritzker il y a quelques années, et la structure est de Cécile Balmon, qui est un ingénieur qui justement est intéressé par ce genre de trucs. Et on arrive dans une tectonique fondée sur ce qu'Antoine Picon appelle des principes non cartésiens. Et donc, la structure, dans ce cas-ci, la forme devient la structure et l'élément porteur. Donc, on est quelque chose de beaucoup plus logique et de beaucoup plus réussi. En fait, donc... Le problème aussi de ces formes développées dans l'univers numérique, mais souvent, comme on a pu le voir, c'est l'échelle. Donc on a vu que, ici pour expliquer ce principe, c'est un tout petit projet, mais que je trouve vraiment très intéressant. Donc c'est un théâtre de marionnettes. On voit aussi clairement qu'on est dans une géométrie un petit peu, qui est clairement issue du numérique. Alors, il faut savoir que dans l'univers numérique, l'unité de base de définition d'une portion de surface, c'est un triangle. Donc, c'est la plus petite définition d'une surface planaire. Et qu'ici, il fait du triangle la brique. Donc, on voit que la décomposition triangulaire du modèle polygonal en 3D devient la logique tectonique.
Et ça marche, pourquoi? Parce que c'est petit. Donc, évidemment, on ne pourrait pas faire ça à une plus grande échelle, mais dès qu'on veut implémenter des formes complexes dans l'univers physique, des formes, ben, tout de suite la question de l'échelle apparaît. Et donc ici, moi, je trouve ça c'est assez élégant, c'est tout bien fait. Mais il y a cette question de l'échelle qui fait que c'est possible. Ça pourrait pas être possible en plus grand. Alors, un autre type de posture, c'est le pavillon de l'orme de Objectile, de quelqu'un qui s'appelle Bernard Cache. C'est des éléments architectoniques qui sont dessinés par algorithme informatique. Et donc, ce qui va intéresser le groupe Objectile, qui travaille beaucoup sur aussi tout ce qui est open source, software open source, c'est des redéfinitions des modes de production industriels grâce aux fraiseuses numériques. Donc, normalement, les objets produits en série sont tous les mêmes. C'est le principe de la série. Et l'utilisation de la fraiseuse numérique permet que dans un modèle numérique où il y a un algorithme qui produit chaque fois des variations de la même instance, ben finalement que la fraiseuse soit pilotée pour produire des séries, mais où les objets sont différents. Donc c'est quelque part une sorte d'ellipse de la production baroque de la taille de pierre. Baroque, c'est entre autres éteint parce qu'on est passé d'une industrie, enfin d'un mode de construction artisanale à un mode de production manufacturier. Donc la taille de pierre n'a plus été possible. Eh bien, lui, ce qu'il cherche à travers ça, c'est de remettre cette espèce de production personnalisée dans une production en série. D'ailleurs, c'est pas pour rien que, à mon avis, le nom, le pavillon de l'Orme, comme Philibert de l'Orme, je pense que la référence est assez claire. J'ai plus ou moins terminé mon tour d'horizon. Et donc, j'ai brossé de manière très lapidaire un panorama des techniques de représentation de l'architecture depuis la Renaissance. Et donc, j'ai essayé de souligner le caractère génératif de ces techniques de représentation. Et donc, je voudrais conclure par une petite mise en perspective, si je puis dire, des technologies utilisées actuellement pour la représentation architecturale au regard d'exemples puissants dans l'histoire et dans l'exposé. La première image de comparaison que je voudrais vous montrer, c'est à droite, vous avez une théière, un teapot, qui est une primitive graphique de plusieurs programmes, en fait, pour toute une série de raisons historiques à l'infographie. C'est un système de courbes qui permet de tester les moteurs de rendu. Mais par contre, on voit très bien le système de décomposition polygonale typique de la 3D, donc où on cherche à représenter en tout cas la modélisation polygonale, à représenter les formes courbes par une approximation où on a une série de segments qui cherchent à approcher la courbe, et donc c'est une sorte de décomposition analytique de l'objet. Vous avez à gauche un calice dessiné par Paolo Uccello en 1430. Le parallèle est évident, donc c'est une démarche qui est finalement extrêmement ancienne, cette espèce de décomposition géométrique. Donc voilà, c'était un petit peu pour faire le parallèle. L'image suivante, donc en bas, vous avez une perspective faite en image de synthèse. Donc on a vu un petit peu la base du mouvement numérique en architecture, qui à la fois est un petit peu idéologique et politique pour une sorte de libération au niveau fonctionnel, une sorte d'autonomie de la fonctionnalité dans l'architecture qui est gérée par l'intelligence artificielle, et puis une séduction pour les formes courbes. Je dirais que pour les raisons de constructibilité et puis pour toute une série d'autres raisons, ces formes sont très très vite passées de mode. Et bon, là aussi, il faut faire la part des choses entre une certaine architecture d'élite internationale et puis une production courante. Quand on parle de révolution numérique dans la production courante, c'est principalement pour faire ça, c'est pour faire les panneaux de 32 mètres carrés que vous avez en ville qui annoncent le prochain bâtiment. Mais en fait, ça sert exactement à faire les perspectives qu'on faisait à la Renaissance. Ce qui a changé, en fait,
c'est qu'on les fait de manière automatisée, beaucoup plus efficace. Ce qu'on a changé, c'est les moyens de production. Mais ceci pourrait être une perspective du Quattrocento. Vous avez à droite un modèle numérique, donc le contenu d'un fichier numérique d'un cube. Donc c'est une série de coordonnées dans l'espace reliées par des lignes qui forment des faces, avec un point de vue et des caractéristiques de matière. Et donc ce que fait le programme informatique, c'est lire ce fichier pour en donner un affichage. Vous avez à gauche le plan de Rome par Alberti. Donc Alberti, au Quattrocento, a effectué un relevé de Rome sans aucun dessin. Il a juste relevé toute une série de coordonnées polaires, donc un angle et une distance chaque fois. Et puis il a fait une description de la machine, enfin de l'instrument qu'il fallait construire pour retranscrire ces coordonnées polaires sur un dessin. Et donc le test a été fait, ça colle plus ou moins. Le concept même du numérique, du virtuel, qui consiste à anticiper une certaine forme de réalité, consiste à anticiper une architecture ou un autre objet dans un modèle numérique. Et finalement, c'est déjà assez ancien. Et donc, ce que je veux montrer, c'est que dans toute cette histoire, ce qu'on améliore, c'est des modes de production. Et que donc, finalement, la technologie actuelle, donc je me place vraiment dans le contexte de la production architecturale courante, pas dans les expérimentations de laboratoire ou pas dans des projets de recherche, mais c'est que on redéfinit les modes de production et finalement, on améliore le qualitatif par le quantitatif. C'est qu'on produit beaucoup plus vite, beaucoup plus, mais que les trois images que je vous ai montrées, qui sont les trois éléments clés des modèles numériques et de la production architecturale, ils sont déjà assez anciens. Et donc, en fait, les modèles numériques pourront gérer les objets les plus complexes qu'on veut, tant qu'il faudra les représenter en plan, coupe, élévation, en projection perspective, en projection axonométrique. Mais on continuera à devoir les conformer à la dimension paradigmatique de la représentation architecturale. Je dis paradigmatique dans le sens du système de valeurs, en quelque sorte, qu'on peut extraire des 600 ans de représentation que je viens de présenter. Je conclue là-dessus.